Bonjour, bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Denis Baupin, qui est maire adjoint de Paris, membre de l'exécutif du parti Europe Écologie Les Verts et qui est en charge du Progrès pour 2012. Il est l'auteur de La planète brûle, où sont les politiques, qui est publié chez Ebeke. Monsieur Baupin, bonjour. Alors, la première décision que je vais vous demander de commenter, c'est celle du gouvernement allemand qui a décidé, qui a fait volte-face sur le sujet du nucléaire et décidé d'abandonner totalement le nucléaire d'ici 2022. Je vais d'abord vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette décision. C'est une excellente nouvelle, hein, évidemment. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment une volte-face, c'est une volte-face pour Mme Merkel. Mais de fait, l'Allemagne avait déjà décidé, lorsque les Verts étaient en alliance avec les sociaux-démocrates, de sortir du nucléaire, hein, il y a maintenant une dizaine d'années, avait engagé une politique. Mme Merkel y avait mis un coup d'arrêt. Finalement, elle revient à la logique qui est celle qui avait prévalu à ce moment-là, et qui est de dire on peut se passer du nucléaire, on peut engager une politique de sobriété énergétique, une politique de développement des énergies renouvelables qui permet d'en sortir. C'est pour nous, évidemment, quelque chose d'extrêmement important parce que c'est le premier pays, la première puissance industrielle qui décide de sortir du nucléaire et donc de donner ce signal qu'en effet, c'est pas comme le prétendait M. Sarkozy, l'ami de Mme Merkel, revenir au Moyen-Âge que de sortir du nucléaire. C'est possible. Mais c'est vrai que c'est quand même spectaculaire parce que fin 2010, Angela Merkel fait voter un prolongement de 12 ans en moyenne des centrales nucléaires allemandes. Et là, maintenant, nous sommes à peine 6 mois plus tard et elle décide de faire volte-face. Entre-temps, il y a bien entendu la catastrophe de Fukushima. Donc ce changement très net de pied de Mme Merkel, est-ce que vous pensez qu'il restera isolé à l'Allemagne où il y a peut-être une sensibilité écologique? Il est de loin non isolé à l'Allemagne. La Suisse fait la même démarche, l'Italie a renoncé à son référendum, la Chine a remis en question son programme nucléaire. Et en fait que la France qui ne s'est pas rendu compte qu'il y avait eu une catastrophe extrêmement grave à Fukushima, dont les conséquences ne sont pas encore totalement connues, mais dont les spécialistes nous disent qu'elles sont probablement pires que celles de Tchernobyl parce qu'elles s'étalent dans le temps pendant très longtemps. La radioactivité continue à sortir des réacteurs nucléaires. TEPCO, l'entreprise allemande, japonaise par contre, qui s'occupe de cette centrale nucléaire, a menti pendant des semaines et des semaines sur les niveaux de radioactivité, a enfin reconnu que l'ensemble des trois réacteurs, des trois principaux réacteurs de la centrale avaient fondu immédiatement après la catastrophe, et donc il y a des émanations de radioactivité qui ont été sous-évaluées, et aujourd'hui on est inquiet. Vraiment, à la fois pour les salariés qui continuent à s'occuper de la centrale, mais pour la population tout autour, particulièrement les enfants. Aujourd'hui, la législation a été changée au Japon, la réglementation, pour permettre que les enfants puissent recevoir un niveau de radioactivité qui soit l'équivalent du niveau de radioactivité des travailleurs du nucléaire, ce qui est totalement une aberration d'un point de vue scientifique. C'est ce qui a amené d'ailleurs l'un des conseillers du Premier ministre japonais à démissionner pour dire « je ne peux pas cautionner des choses comme celle-là ». Donc les conséquences sont graves. La démonstration est donc aujourd'hui faite que même dans un pays qui était considéré comme l'un des plus sûrs en matière d'énergie nucléaire, la sécurité absolue n'existe pas. Si, elle existe comme l'a décidé l'Allemagne, c'est-à-dire que c'est de fermer les réacteurs. Mais en France, ce genre d'argument ne passe pas encore. En tout cas, qu'est-ce qui explique cette spécificité française, cette exception française en matière de nucléaire? Évidemment, la France produit 80% de son électricité par le nucléaire. En Allemagne, la proportion est de 22%. Donc, on comprend qu'en France, il y a un problème concret de production d'électricité. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que la France semble sourde ou malentendante, en tout cas, en ce qui concerne l'énergie nucléaire? Je crois que ce consensus entre les principales formations politiques qui existaient jusque-là est en train d'être fortement ébréché. Autant le gouvernement en place, visiblement, est autiste sur la question, autant à gauche, visiblement, il y a quand même des choses qui sont en train d'évoluer, notamment au Parti socialiste, sur une compréhension que dire il ne s'est rien passé à Fukushima, nous pourrions nous exonérer totalement de cette question, est quelque chose qui est en train de vraiment fortement évoluer. Pour autant, c'est vrai qu'il y a une spécificité française, sans doute, une espèce de fierté mal placée sur le fait que nous serions les champions du nucléaire. Avant, ça a été dans un premier temps cette idée gaullienne que nous aurions l'arme atomique et qu'à partir du moment où on aurait l'arme atomique, nous serions reconnus comme une grande puissance. C'est pas complètement fou dans ce monde stupide dans lequel on est, qu'en effet, visiblement, s'il faut avoir cette espèce d'arme massue pour menacer les autres pour être reconnu, même si des grandes puissances comme le Japon et l'Allemagne, par exemple, n'ont pas d'arme atomique pour être reconnues. Et puis ça s'est transformé dans ce consensus sur
l'énergie atomique, avec les entreprises françaises qui sont une espèce d'État dans l'État, EDF, Areva, Framatome autrefois, etc., qui sont un espèce de système sur lequel, soi-disant, on devrait fonder notre gloire et notre fierté nationale. Et aujourd'hui, il faut bien le voir, hein, des pays qui sont vraiment à la pointe en matière énergétique ne sont pas les pays énergéticiens, enfin les pays nucléaristes. C'est plutôt des pays comme l'Allemagne qui ont investi sur les énergies renouvelables, le Danemark, l'Espagne qui investissent sur les énergies renouvelables et sont capables aujourd'hui d'exporter quand la France essaye vaguement de vendre ses EPR à tout le monde et que personne n'en veut pas. Donc le nucléaire n'est pas une énergie à venir. Je crois qu'il faudrait qu'en France, on finisse par s'en convaincre et donc qu'on engage une sortie progressive. Sur une vingtaine d'années, c'est possible. Mais quand le président Sarkozy veut vendre des centrales EPR à d'autres pays ou essaie de promouvoir des normes de sûreté nucléaire internationales beaucoup plus strictes, vous pensez que c'est un combat perdu d'avance ou quand même Mais regardez le monde. Il n'y a plus de centrales nucléaires aujourd'hui qui sont commandées par personne. Personne n'en veut plus. Parce que la sécurité n'est pas garantie, les EPR français coûtent bien trop cher, n'apportent absolument pas plus de sécurité. On a mis juste une couche de béton en plus autour, donc c'est quelque chose qui peut-être apparaît comme étant une sécurité supplémentaire, mais ce n'est pas du tout une nouvelle génération de centrales. Donc de fait, on n'est pas du tout dans quelque chose qui soit une énergie d'avenir. Dans le même temps, les énergies renouvelables se développent partout, aujourd'hui dans le monde. Même si on exclut les grands barrages hydrauliques, les renouvelables produisent plus que le nucléaire dans le monde. En Chine, les renouvelables produisent 7 fois plus que le nucléaire. Donc on est dans un plein développement de ces énergies qui ont un gros avantage, c'est d'abord elles sont beaucoup moins dangereuses que le nucléaire, mais en plus elles ne reposent pas sur une ressource en quantité limitée. Le nucléaire, ça repose sur de l'uranium. Au rythme de la consommation actuelle, on en a pour 40 ans. Si on écoutait ceux qui nous proposent un développement du nucléaire, même un doublement par exemple du nombre de réacteurs nucléaires, ce qui serait extrêmement dangereux pour la planète, on ne toucherait aux questions de dérèglement climatique que pour quelques pourcents, et par contre on épuiserait la ressource en 20 ans. Donc de toute façon, ce n'est pas une ressource d'avenir. Les ressources qui sont basées, comme d'ailleurs le nucléaire, comme le gaz, le pétrole ou le charbon, qui sont basées sur des ressources en quantité limitée, sont des énergies qui sont les vieilles énergies. Les énergies de demain, c'est ce qu'on appelle les énergies de flux. C'est le solaire, c'est l'éolien, c'est la biomasse, c'est la géothermie, c'est les énergies marines. Toutes ces énergies-là sont des énergies renouvelables. Et donc, évidemment, elles sont bien plus des énergies à venir. Alors, je vais en venir aux hommes politiques. En gros, dans votre livre, vous expliquez qu'ils sont nuls. C'est le maillon faible d'une crise structurelle, écrivez-vous. Mais les hommes politiques verts sont-ils tellement meilleurs que les autres? Ah, je ne prétends pas ça. D'ailleurs, je reconnais que notre formation politique a aussi ses propres problèmes ou la vie politique avec cette conception de la conquête du pouvoir, de l'affrontement des personnes, etc. On n'a pas été totalement exonérés, de fait. Mais il y a quand même des sujets sur lesquels je pense qu'aujourd'hui, nous avons un avantage par rapport aux formations politiques classiques, c'est qu'on essaye de regarder au-delà de la durée d'un mandat électoral. C'est-à-dire que notre vision, elle intègre les générations futures. Elle essaye de penser la façon dont nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des habitants de cette planète et même de ceux qui ne sont pas encore arrivés. Et ça, c'est ce qui aujourd'hui manque, je dirais, à l'ensemble des dirigeants politiques du monde. Je prends pour référence dans mon livre comme un peu le déclencheur de mon envie de l'écrire, la conférence de Copenhague. 100 chefs d'État réunis. 150 pays représentés, un enjeu majeur, le premier grand enjeu face auquel l'humanité se retrouve confrontée, qui soit un enjeu d'ordre planétaire. Jamais d'autres générations avaient ces enjeux-là. Et l'incapacité de ces dirigeants politiques à s'affranchir du fait qu'ils sont chacun les représentants d'un petit bout de planète, d'un État et donc de leurs habitants, et qu'ils n'ont pas vocation éternellement à s'affronter les uns contre les autres au nom de la compétition internationale, etc. Et finalement, à l'arrivée, donc, l'échec de cette conférence, parce qu'ils ne sont pas capables de s'élever au-dessus de cela. Et donc, l'importance aujourd'hui, c'est que face à tous ces enjeux planétaires, le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources fossiles, les attaques face à la biodiversité, la crise économique, la crise sociale, et cette énorme différenciation de capacité d'achat, de consommation, même de survie simplement, quand on regarde l'ensemble des habitants de cette planète, face à tous ces enjeux-là, on a besoin aujourd'hui d'hommes politiques qui arrivent à penser une vision planétaire. Alors, pour mettre en pratique ces idées, il faut quand même arriver au pouvoir. Et j'ai noté avec intérêt que votre livre est préfacé par Nicolas Hulot. On sait que Nicolas Hulot
est un des deux candidats à la primaire verte contre l'ancienne juge d'instruction Eva Joly. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que Nicolas Hulot est le meilleur candidat? Et d'une part, est-ce que vous craignez que les Verts ne sombrent dans un pugilat, comme on peut le voir dans d'autres partis, pour le leadership? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Je pense qu'en effet, c'est ce qui menace à chaque fois qu'on organise des primaires. Et il faut absolument que, comme on l'a réussi sur notre congrès, à réussir à avoir une capacité d'unification, de rassemblement qui est en train de se mettre en place et qui se confirmera le week-end prochain, on réussisse aussi à ce que notre primaire ne soit pas une primaire de division. Après, moi, je soutiens Nicolas Hulot parce que je pense qu'il a une capacité, une conviction aujourd'hui. Je ne pensais pas ça aux dernières élections présidentielles. Il était face à Dominique Voynet, et voilà, il a failli se présenter, etc. Je pensais que ça introduirait de la division et je n'étais pas sûr de ses convictions. Depuis, j'ai eu l'occasion de l'écouter, de voir son film, de discuter avec lui, etc. Il a ses convictions profondément ancrées en lui, qui sont les convictions que nous portons depuis des années. Et par ailleurs, il a cette capacité, parce que c'est une personnalité connue, qui a fait une émission sur TF1 pendant des années, etc., à pouvoir parler à des gens qui n'écoutent plus les politiques. Et or, c'est extrêmement important, si on veut revivifier notre démocratie, que tous ces abstentionnistes, tous ceux qui doutent de la parole des politiques, trouvent des gens qui font la passerelle entre les deux, entre le monde politique et le vrai monde, les vrais gens qu'on doit aller contacter, arriver à rétablir le contact avec eux et les convaincre que la démarche d'un Nicolas Hulot, qui n'était pas écologiste il y a encore 5-10 ans et qui a progressivement évolué, eh bien cette démarche-là soit aussi la démarche que ces personnes puissent faire, parce que si on veut que demain nos idées soient majoritaires, évidemment, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Denis Baupin, merci beaucoup d'être venu à l'entretien de France 24. On verra si Nicolas Hulot va réussir à relever le défi que vous avez présenté. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur France 24.